bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, ensemble, pour l'égalité économique femmes-hommes, un sujet qui nous tient à cœur à la tribune depuis déjà un certain nombre d'années et que nous avons décidé d'accélérer parce que nous avons découvert quelque chose qui nous a un petit peu désarçonnés il y a quelques mois. En 2015, selon une étude du sommet de Davos, il fallait attendre 2133 pour atteindre l'égalité économique femmes-hommes. Et puis, l'année dernière, une étude sort au même moment, en novembre, mais une année après, en 2016. Et là, on peut y lire qu'il faut attendre l'année 2186. Alors, stupéfaction, parce qu'au lieu de se réduire, l'écart est en train de se creuser. Et alors qu'on sait pertinemment, que les chiffres le montrent à l'appui, Philippe, que l'égalité et la mixité sont un formidable levier de croissance. Tout à fait, Valérie. Alors d'abord, bonsoir à toutes. Merci d'être là. Bonsoir à tous aussi. Et le geste de la soirée, vous avez compris, voilà, donc vous avez le droit de le faire. Deuxièmement, je voudrais féliciter Valérie d'avoir choisi ce lieu, puisque c'est dans ce théâtre que se joue une reprise du film La Garçonnière. Donc pour parler de l'égalité homme-femme, je trouve que... Alors je l'ai vu, si vous ne l'avez pas vu, c'est formidable. Je ne suis pas Guillaume de Tonquédec. Plus modestement, j'essaye de m'occuper de la rédaction de la Tribune. Alors, Valérie est très stressée parce que le temps presse. Alors oui, Valérie, c'est un sujet important pour la Tribune. C'est un duo ce soir. Absolument, c'est un sujet même essentiel. Je vois que vous avez toutes et tous commencé à lire le formidable numéro qu'on a fait grâce à toi et à toutes les équipes de la Tribune sur le sujet. Alors, merci aux équipes. D'abord, je voudrais dire, messieurs, vous pouvez le lire aussi. Il n'est pas fait que pour les femmes, vous y apprendrez certainement beaucoup de choses. Pour répondre à ta question, alors j'ai fait une fiche, mais je n'arrive pas à me relire. Donc oui, on régresse, je crois qu'il faut le dire, mais c'est un indicateur, c'est le World Economic Forum qui s'adresse à un niveau mondial. Donc il est certain qu'avec la mondialisation, avec tout ce qu'on voit, la montée d'un certain nombre de tensions dans le monde, il y a certainement une régression. Après, dans les pays, je dirais, occidentaux, on peut aller plus vite que d'attendre 170 ans, 169 ans très exactement, pour atteindre cet objectif. On peut même imaginer l'atteindre en une génération, plutôt que d'attendre 6 ou 7 générations. Les pays scandinaves font quand même font la course en tête, montrent l'exemple. Il y a effectivement un calcul un peu théorique qui est repris aussi par le Women's Forum, que je salue ici, qui a une étude de McKinsey qui s'appelle Women Matter et qui dit que la parité pourrait générer 12 000 milliards de dollars de PIB d'ici 2025. Alors le calcul est théorique, pourquoi ? On le sait sans doute tous, c'est on ne peut distribuer que ce que l'on produit, donc évidemment on ne peut pas imaginer, même si c'est un rêve un peu fou, atteindre la parité du jour au lendemain, il faut tendre vers. Pour la France, ça représente, selon une autre étude, environ 10 points de PIB de produits féminins bruts manquants, donc uniquement pour la sphère professionnelle. Il y a un écart en France encore aujourd'hui d'environ, on dit 10 à 15 points, ça dépend, parce que dans les grandes entreprises, l'écart c'est quand même beaucoup réduit. Dans les PME, dans les TPE, on sait qu'il y a un vrai sujet. Il y a également un vrai sujet, on en parle trop peu, mais c'est le problème aussi du temps de travail des femmes. Il y a un vrai problème de temps partiel féminin qui explique aussi un taux de pauvreté des femmes au travail qui est assez élevé en France. Alors ensuite, pour répondre à ta question, moi je préfère qu'on parle de mixité que de parité, et clairement, oui, c'est un levier de croissance. Dans l'étude, dans l'enquête qu'on consacre dans le numéro là-dessus, vous trouverez quelques chiffres. Il y a une recherche de Crédit Suisse qui compare l'indice MSCI Monde, donc de Morgan Stanley, sur 3000 sociétés. On voit qu'en moyenne, le bénéfice par action a cru en 2016 de 9%. Il a cru de 12% dans les entreprises où il y a plus de 50% de femmes dans l'encadrement supérieur. Après, c'est encore une fois un peu théorique, parce qu'une autre étude qu'on cite, de Equilip, dit que sur 3000 plus grandes sociétés mondiales, seules 6 ont un tel taux. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire. Dernière chose que je voulais dire, on pourrait imaginer de façon contre-intuitive que dans le monde du numérique, des startups, ça va mieux justement parce qu'il y a un effet de génération, etc. Pas du tout, c'est pas vrai. Alors on ne va pas parler de la Silicon Valley, mais il y a pas mal d'enquêtes qui montrent que c'est plutôt le temple du machisme, que les codeurs sont tous des garçons et que les femmes n'ont pas forcément une place plus facile dans le monde des nouvelles technologies. On propose même aux femmes, pour faire carrière, de congeler leurs ovules. Donc c'est pour dire, je ne sais pas, c'est Women for Future, mais ce n'est pas forcément
un modèle de société. Et puis, dernière chose, enfin, en tout cas, on pense aussi à développer la possibilité pour les hommes de porter les enfants. Mais là aussi, c'est pour le futur. Ça pourrait changer les choses. Débat, ça pourrait changer les choses. C'est pas le nôtre. Dernière chose en France, dernier chiffre, sur les 600 startups ayant levé des fonds, en France l'an dernier, seuls 70 étaient dirigés par des femmes et elles ont levé à peu près moitié moins que les hommes. Donc il y a encore des progrès à faire. Donc c'est pour ça que nous avons lancé le mouvement Women for Future, mais je tenais à rappeler aussi également que la Tribune est engagée dans l'entrepreneuriat au féminin depuis très longtemps, et mais à sa une, on va en voir une sélection paraître sur l'écran assez régulièrement quand même. Hein. On met un certain nombre de femmes en une sur le journal depuis longtemps, bien avant sa nouvelle version. Et aujourd'hui, si on a lancé Women for Future, comme je viens de vous l'expliquer, c'est parce qu'on a jugé vraiment utile, en tant que média, d'accélérer le mouvement et de se dire donnons-nous rendez-vous l'année prochaine, lançons ce soir le mouvement, on se donne rendez-vous l'année prochaine et on essaie de voir où on en est. Et franchement, on va tout faire pour que cet écart se réduise et non pas s'agrandisse d'année en année parce que ce n'est plus supportable. Alors pour démarrer cette soirée, nous allons démarrer une première table ronde sur justement l'entrepreneuriat au féminin, la mixité globale comme levier de croissance. Philippe, tu vas rejoindre ta place et on va laisser la place à nos intervenants. Que je parle trop. Oui, c'est vrai, au quotidien. Je vais prendre un dernier engagement devant vous comme directeur de la rédaction de la Tribune et devant Jean-Christophe Tortora qui porte comme toute la rédaction ce combat, c'est que le nouveau gouvernement qui est très attaché à la parité, le nouveau président qui a dit que ce serait une cause nationale, veut engager un mouvement qui s'appelle le name and shame, c'est-à-dire de pouvoir identifier les entreprises de façon un peu aléatoire par des enquêtes qui ne respecteraient pas la parité et de les nommer pour... Shame, c'est la honte, en tout cas, les désigner et faire en sorte qu'elles améliorent leurs pratiques. Alors, nous prenons l'engagement à la Tribune de publier la liste des entreprises qui seront identifiées comme telles au fur et à mesure qu'elles seront publiées. Donc, à bon entendeur, salut, bonne soirée. Merci. Et donc, à bientôt. Philippe, et je vous demande d'accueillir les intervenants de la première table ronde. Merci d'être là ce soir parce qu'il était extrêmement important pour nous de montrer que nous étions tous ensemble sur le même chemin. Et les personnes qui sont là ce soir, et là je parle à toutes celles qui n'oseraient pas encore monter leur entreprise ou créer un projet intrapreneurial, toutes les personnes qui sont là pour vous encourager, pour vous accompagner et pour vous aider. Alors comme on vient de le dire avec Philippe, on ne va pas attendre 169 ans pour atteindre l'égalité économique femmes-hommes. On va démarrer avec vous, Chiara. Chiara, vous êtes la nouvelle directrice générale du Women's Forum depuis janvier 2007, mais pas que, puisque vous avez créé l'été... 2017, pardon, puisque vous avez créé l'été dernier le Cercle des femmes du Grand Paris. Vous avez un engagement personnel, mais avec le Women's Forum, vous avez de nouvelles ambitions dont vous allez nous parler maintenant. Merci beaucoup Valérie. Je voulais d'abord remercier la Tribune d'avoir organisé cette très belle manifestation. Et c'est vrai que la Tribune est un dénicheur ou dénicheuse de talents. Et si on voit simplement cette salle remplie de tant de femmes et d'hommes, ça fait vraiment plaisir, c'est une belle énergie positive, donc je suis vraiment très heureuse d'être là. Je vous remercie vraiment de tout cœur de me donner l'opportunité. Peut-être à partir à nouveau de quelques chiffres, parce que Philippe en a rappelé beaucoup, mais effectivement, ce Women's Smart est quelque chose qui interpelle. La parité dans les entreprises n'est pas une lubie, ce n'est pas du tout une danseuse. La parité dans les entreprises est une nécessité économique. C'est un enjeu extrêmement important, parce que vous avez entendu, on parle des 10% de croissance dans les 10 prochaines années. On parle des chiffres qui donnent le tournis, c'est-à-dire on parle et c'est des chiffres tout à fait scientifiquement prouvés par des études très sérieuses à la fois du World Economic Forum et de Women's Smart. On parle de 12 trillions de dollars d'ici 2025, dont plus de 2 simplement dans les pays occidentaux. Donc, si vous voulez, c'est juste vous dire qu'on n'a pas le choix, et ça fait partie effectivement des enjeux du Women's Forum, dont je viens de prendre les rênes, c'est de peut-être insuffler dans les grandes entreprises mondiales, parce qu'on est une association très internationale, la nécessité de prendre en compte la diversité
au sens large, y compris donc la diversité, bien sûr, géographique, mais aussi des genres, parce que ça apporte de la croissance et de la richesse à l'entreprise. Donc, voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir délivrer ces messages. Et puis, c'est vrai aussi qu'au Women's Forum, on l'a compris depuis longtemps, parce que notre engagement est de faire avancer la parité avec toujours ce spectre économique. Nous sommes le Women's Forum for the Economy and Society. Donc, si vous voulez, c'est vraiment parce qu'on est conscient que ça peut apporter une valeur ajoutée. Je parle bien des valeurs ajoutées dans le monde. Alors, moi, ma conviction personnelle est que tout cela ne se fait pas forcément par des quotas ou par des décrétés de façon comme ça, avec une baguette magique. Ça se fait tout simplement si on sait reconnaître la place des femmes là où elles apportent une valeur ajoutée, où elles apportent une performance aux entreprises, là où leur talent, leur compétence fait qu'elles ont quelque chose à dire. Donc, en fait, the right person at the right place, ça veut dire les femmes aussi là où elles le méritent. Et c'est pour ça que c'est très important de rendre ces talents féminins visibles, de leur donner la possibilité de s'exprimer et de montrer ce qu'elles savent faire, parce que c'est un enjeu pour la croissance de la société. Alors, vous allez organiser très très bientôt un événement à Rome, parce qu'il y a aussi une dimension internationale, mais le Women's Forum va cette année se réaliser à Paris pour la première fois. Absolument. Alors donc, Cercle des femmes du Grand Paris, passerelle évidente. Je me suis occupée de l'attractivité de la région capitale pendant 33 ans, parce que je suis une vieille dame, et c'était inimaginable qu'on ne fasse pas un Women's Forum à Paris, parce que la caisse de résonance qu'on peut avoir, l'impact, ça s'appelle Engage for Impact, c'est-à-dire ce que veut le Women's Forum, c'est apporter vraiment un changement visible dans la société et dans l'économie au niveau mondial. Donc, nous nous engageons tout ensemble pour avoir un impact, et on le fait à Paris, parce que Paris est la ville la plus féminine qui existe au monde, la plus belle image de marque qu'on peut avoir. Et c'est une ville qui... Vous savez, les Chinois disent toujours que Paris est la ville du bonheur. Et donc, puisque nous, les femmes, nous sommes faiseuses de bonheur, c'est une ville qui nous correspond parfaitement. Alors, je voulais revenir une seconde sur le Cercle des femmes du Grand Paris, parce que je suis très heureuse de voir que 2 membres éminentes du Cercle des femmes du Grand Paris sont ici. Et ça montre aussi comme la tribune, effectivement, a réussi à nous trouver les unes les autres et à nous associer aux belles opérations qu'ils organisent. Alors, le Cercle des femmes du Grand Paris, il n'y a aucun enjeu économique. C'est juste un constat, une fois de plus économique, c'est que dans toute émission à l'étranger pour aller chercher des investisseurs internationaux, pour créer de la richesse en Île-de-France, j'étais toujours l'unique femme, alors qu'il y a plein de femmes formidables qui travaillent sur le Grand Paris, que dans tous les forums que nous organisons les uns les autres sur le Grand Paris, il n'y avait jamais de femmes, sauf Elisabeth Borne, qui à l'époque était présidente de la RATP. Et donc, je me suis dit que ce n'est pas possible que des femmes qui sont des stars dans leur domaine, qui sont Anna Busto, la star de la communication, Marie-Claire Capomerghio, la star dans la finance et dans l'innovation. Le Cercle des femmes du Grand Paris, je suis navrée. Et donc, mais par contre, que ces femmes, chacune remarquable dans leur domaine, n'étaient pas forcément connues et reconnues à leur juste valeur, y compris à l'international, une fois de plus, alors qu'elles ont vraiment, sont vraiment en manette pour faire le Grand Paris et pour créer de la richesse en Île-de-France. Donc d'où le cercle. Je vais juste dire un mot sur Rome, parce que Rome, je crois que ça correspond vraiment à ce que veut faire le Women's Forum. Rome, et c'est pas parce que je suis italienne, c'est pas parce que je vais ici à Rome. Rome, c'est parce qu'il y a 60 ans, des hommes, tous en noir, ont signé les traités de Rome. Ils étaient tous en noir. Si vous voyez les photos, c'est sinistre. Pardon, hein, mais c'était vraiment sinistre. Et donc, dans la salle des Orias Securias, en plus. C'était un tableau extrêmement masculin. Alors, 60 ans après, qu'est-ce qu'ont fait les femmes pour l'Europe? Donc, quelle est l'influence que nous avons eue, les unes et les autres, dans tous les domaines? Donc, on va rappeler ça. Et puis, on va reprendre toutes les valeurs qui ont été fondatrices de l'Europe pour voir qu'est-ce que nous voulons pour les 60 ans à venir, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et surtout, qu'est-ce que l'Europe doit faire, quelle est sa responsabilité vis-à-vis des pays du pourtour méditerranéen où il y a des Tunisiennes, des Syriennes, des Jordaniennes, des Libanaises qui ont besoin de nous, des Égyptiennes, des Turcs qui ont besoin de nous. Et donc, un dialogue dans un sens de vraiment, le Women's Forum est là pour créer des ponts, pas pour faire des murs. Donc, on est là pour renouer un dialogue et porter de la prospérité et de la paix au-delà de la Méditerranée. Merci beaucoup, Chiara. Vous me permettez justement de présenter Anna Busto.
puisqu'on fait des ponts ce soir et on transmet le relais aux uns et aux autres. Anna Bousteau, vous êtes directrice générale adjointe de la marque et de la communication du groupe Engie. Engie qui, on le rappelle, est cette année ex aequo avec le groupe L'Oréal qui est là ce soir aussi avec Jean-Claude Legrand. Ex aequo, vous êtes dans le Grand Prix de la mixité de l'indice Zimmerman dans la catégorie CAC 40. Et vous, Anna, vous êtes engagée depuis très longtemps dans l'entrepreneuriat au féminin, mais surtout la place des femmes dans l'entreprise. Et vous allez nous en faire part un petit peu là ce soir. Merci. Avec plaisir. Je peux juste dire une chose. Chiara, je me disais aussi. Je vais juste dire une chose parce que moi je trouve que L'Oréal a trouvé il y a longtemps un slogan qui est vraiment un slogan. Nous le méritons bien. Et ça, je pense que tout le monde le vaut bien. C'est vraiment quelque chose qui est très juste. Pardon, Valérie, je dis tout le monde le vaut bien. Voilà. Alors Anna, après cet interlude vintage sur la pub on va voir L'Oréal. si les Espagnols parlent moins que les Italiens. Bonsoir à toutes et à tous et félicitations aux équipes L'Oréal. C'est vrai qu'Engie est un groupe convaincu depuis de nombreuses années de l'intérêt et des bienfaits de la mixité que Chiara vient de décrire. Nous avons la chance d'avoir la seule CEO aujourd'hui femme du CAC 40 et nous avons dû revoir récemment la composition du conseil d'administration parce qu'il n'était pas conforme à la loi Copé-Zimmermann puisque nous avions 63% de femmes au conseil. Donc on a dû faire quelques changements là. Alors, Engie est un groupe qui, donc, depuis de nombreuses années, a mis en place une série d'initiatives et d'actions très structurantes et je vais échanger avec vous sur deux de ces actions. La première, c'est le réseau de femmes WIN, Women in Network, qui a été créé il y a 8 ans par 25 femmes et qui aujourd'hui est constitué de près de 2000 femmes dans 20 pays à travers de 100 réseaux. Et en fait, c'est une plateforme d'échange pour les femmes, pour pouvoir échanger sur les enjeux, les difficultés, les freins qu'elles trouvent aujourd'hui dans l'entreprise et finalement développer une solidarité entre celles qui sont déjà passées par là. On a organisé très récemment une rencontre de ces femmes avec Isabelle Cocher et dans tous les témoignages qui revenaient, on entendait des termes comme solidarité, bienveillance. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en travaillant sur cette communauté de femmes, on voit comme dans une entreprise qui a plus une nature, une culture cérébrale, comment ce travail-là permet aussi cette communauté de travailler la dimension humaine de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et les femmes d'Engie qui font partie de ce réseau sont très fières en fait d'appartenir à cette communauté. La deuxième initiative importante, et je pense qu'on est un certain nombre d'entreprises à l'organiser, ce sont des programmes de mentoring. Aujourd'hui, on a 200 femmes cadres chez Engie qui bénéficient d'un programme de mentoring. Ça leur donne la possibilité, autant le réseau leur donne une plateforme collective, autant le mentoring leur permet d'avoir un échange plus personnalisé avec un cadre, un dirigeant dans l'entreprise. Et ça leur donne beaucoup de visibilité, finalement, d'exposition et de confiance en elles. Donc, il y a de cela 1 an et demi, Isabelle Cocher a réorganisé le groupe et a souhaité que dans les 350 nominations qui allaient avoir lieu, 30% soient des femmes. Et parmi ces 30%, près de la moitié avaient participé à ces programmes de mentoring. Donc, on voit bien l'impact que ça a sur la confiance de ces femmes. Moi, si j'ai un message aussi ce soir, c'est de partager avec vous le fait que je crois que travailler sur la mixité, en fait, ça ouvre à d'autres dimensions de la diversité. Il y a une étude qui montre que dans les conseils d'administration, l'âge moyen des femmes administratrices est inférieur à l'âge des administrateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur la mixité, on travaille également, finalement, sur une diversité de générations, voire de nationalités. Au comité exécutif d'Engie, nous sommes 3 femmes de 50 ans et moins et de 3 nationalités. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on dirige une entreprise, on ne peut pas prendre les choses pour acquises et qu'en identifiant, en intégrant des personnes qui viennent de milieux socioculturels différents, finalement, on a un questionnement accru et probablement des décisions plus riches que celles que l'on pourrait avoir avec des équipes plus uniformes. Donc, je finirai simplement en disant qu'il y a quelques sujets aujourd'hui, parce qu'on se disait en préparant cette table ronde avec Valérie, mais qu'est-ce qui fait du coup
que ça n'avance pas, qu'on passe de 2133 à 2186. Moi, en fait, je suis très optimiste parce qu'on a vu des choses très improbables se passer dans la dernière année et que je crois que ça peut aussi se passer dans le domaine de l'avancée des femmes. Chez Engie, ce qu'on va faire, on a à cœur aussi de travailler beaucoup sur l'éducation parce que finalement, ces enjeux fondamentaux, on peut les prendre, finalement, les aborder très tôt, dès l'école. Et l'autre domaine dans lequel nous allons certainement sur lequel nous allons nous concentrer, c'est la place des hommes et le dialogue entre les hommes qui sont aujourd'hui constituent la majorité des décideurs et qui en fait ne sont pas non plus dans une situation facile étant donné l'évolution que l'on voit apparaître très rapidement. Voilà. Merci beaucoup Anna. Vous me permettez de faire le relais directement avec vous, Jean-Claude Legrand. Oui, vous pouvez prendre le micro. Vous êtes le directeur général du développement des ressources humaines, voilà, et de la diversité du groupe L'Oréal. Oui. Et juste avant de démarrer, je tiens à rappeler que L'Oréal vient de prendre la première place dans le paramètre Equilib 2017 sur l'égalité femmes-hommes parmi plus de 3000 entreprises dans 23 pays. Dans le monde. Voilà, donc donc c'est pas mal. Vous pouvez être fier, je crois. Non, je pense que c'est d'autant mieux que la France n'est que le 8e pays dans ce classement. Donc c'est 3000 entreprises dans le monde, de plus de 2 milliards d'euros de capitalisation, 1500 entreprises américaines, 1500 entreprises en dehors des États-Unis. Ouais, je pense que c'est un résultat, c'est 17 ans de travail, donc c'est pas mal. Oui, c'est ce qu'on évoquait ensemble, c'est que, oui, vous pouvez applaudir, je crois. Mais merci. C'est un travail de longue haleine, c'est ce que vous m'expliquez. Oui, c'est intéressant. J'écoutais avec attention, je le disais, ça fait 17 ans que je travaille sur ces sujets. À chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, j'en profite pour remercier quelqu'un qui a disparu, qui est Richard Descoings, qui le premier m'a fait toucher du doigt ce qui était vraiment sous plein de formes différentes, la discrimination, et ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, qui est un sujet, comme j'ai la chance de m'en occuper depuis une très longue durée, qui a été très à la mode, puis plus du tout à la mode, puis aujourd'hui moyennement à la mode. Nous, on a décidé que ce n'était pas une question de mode, c'est une question vitale pour notre entreprise, et qu'on avait décidé que ce sujet-là, on allait, nous, L'Oréal, être l'entreprise numéro 1 dans le monde de ces questions-là. Et rien ne nous amenait à le devenir. Parce que là aussi, énorme propos sexiste que j'ai déjà entendu 100 fois, c'est normal, vous faites des produits qui touchent majoritairement des femmes. Je ne vais pas vous citer le nombre d'entreprises dont la majorité des consommateurs ou des consommatrices sont des femmes et qui ne font rien pour les femmes, mais vous seriez surpris. Donc la question n'est pas de savoir si nos consommateurs ou nos consommatrices sont des femmes, mais de savoir si tous ensemble, et en particulier décidés par des hommes, parce que moi je suis un éminent représentant des gens qui, dans d'autres entreprises, ne font rien sur la question, parce que j'ai aussi plus de 50 ans, parce que je suis diplômé de l'enseignement supérieur, parce que j'ai de nombreux enfants, ils vont tous très bien, j'ai des garçons, des filles, et donc il n'y a aucune raison de changer le statu quo. Mais c'est ce que nous, on a décidé, il y a très longtemps, de changer. Et quand on est numéro 1 au monde avec Equilibre, mais à la limite, l'autre classement qui est le plus significatif, au-delà de Cope et Zimmermann, mais malheureusement, les entreprises françaises qui ont du mal à regarder ce qu'est le monde dans toute sa diversité, il y a Thomson Reuters, je parle à une banquière, qui a publié pour la première fois dans le monde un classement l'année dernière. On est la 18e entreprise dans le monde sur ces sujets d'égalité entre les hommes et les femmes, d'origine sociale, d'origine ethnique et de place du handicap. Bon, il y a malheureusement pas d'autres entreprises françaises avec nous dans ce classement, mais c'est pour moi très important. Pourquoi ? C'est pour nous très important. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit d'un travail. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillé un matin en disant on va être numéro 1 dans Equilibre comme toutes les entreprises là. On a reçu au mois de novembre dernier un questionnaire, on y a répondu, il y a 19 critères. C'est un travail de fond mené par une NGO anglo-néerlandaise. Et donc à la fin, on est l'entreprise numéro 1 dans le monde sur ces questions. Et là, je recevais ce matin, et j'encourage aussi des entreprises à le faire, à donner leurs chiffres. Moi, je regrette de n'être qu'une des seules entreprises françaises à donner l'ensemble de nos chiffres, à discloser les choses, à dire si on a des écarts de salaire, à dire le nombre de femmes qui dirigent l'entreprise. Et il faut, vous parliez tout à l'heure dans votre introduction de naming and shaming, moi ces sujets-là, 10 fois j'en ai entendu parler, mais il faut que les entreprises disent, et que les femmes dans ces entreprises disent, les enfants, il est temps de vous remuer.
Hein, ça suffit. Je suis en faveur des réseaux, mais c'est un tout petit morceau, parce que si c'est que des femmes entre femmes qui disent « Allez les filles, hein, on va faire plus », et que personne ne change rien parce que le consensus est là et que finalement on est très bien entre nous, je vous dis tout de suite, c'est pas 100 ans qu'il faudra, c'est 200 ans. Hein, donc voilà, c'est ça la réalité. C'est donner des chiffres, disclosez-les, demandez, mettez la pression et parlons de la réalité. Justement, on va éviter d'atteindre 200 ans. On ne va pas attendre 2 siècles. Non, c'est long, c'est long. C'est beaucoup trop long. Non. Donc c'est pour ça que vous êtes tous là ce soir. Vous, Marie-Claire Capobianco, vous êtes directeur des réseaux France et membre du comité exécutif de BNP Paribas. Alors ça fait longtemps que vous êtes engagé sur ce domaine-là. Vous en avez croisé un certain nombre de jeunes femmes qui souhaitaient monter leur entreprise. Et vous venez de lancer tout récemment Connect Air, dont vous allez nous parler ce soir, tout en vous rappelant l'engagement, bien sûr. Oui, donc bonsoir à toutes et tous. Bon, je suis ravie d'être là et je trouve que c'est très bien comme initiative, donc je félicite la tribune pour le faire. Alors, effectivement, moi j'ai un engagement finalement, d'abord par conviction personnelle, bien sûr, mais j'ai un engagement à 3 niveaux. J'ai un engagement en tant que manager, puisque je dirige effectivement des équipes nombreuses, et donc le sujet de la diversité, je le vis au quotidien au sein du groupe. J'ai également un engagement en tant que personne de la société civile, et puis j'ai un engagement en termes de banquier. Voilà, donc c'est les trois engagements que je pousserai fort à cet égard. Alors, si je pars en tant que manager, bon, dans le cadre de ce que le groupe BNP Paribas fait sur ces sujets-là, et bien sûr nous faisons beaucoup de choses, comme je crois les grands groupes en général, je pousse à mon niveau pour que les initiatives du groupe se retrouvent bien, c'est-à-dire par exemple, très concrètement, il s'agit de la nomination dans certains postes, et bien, il faut absolument pouvoir nommer des femmes, et donc il faut avoir des candidates femmes, il faut sélectionner, systématiquement demander à avoir un dossier de femmes quand on a un dossier d'hommes, etc. Bon, à compétence égale, bien évidemment. Bon, donc ça, ce sont des petites actions, ces actions très concrètes, qui permettent de faire bouger les lignes véritablement, mais qui font partie donc du quotidien. Et puis par ailleurs, je soutiens effectivement le réseau Mixity, qui est le réseau BNP Paribas, dont je suis la marraine et qui, je crois, a un rôle effectivement important également. Et puis on lance des applications Respect-You récemment, qui permet de montrer tous les biais du sexisme. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est en tant que manager, et je pousse les femmes dans l'entreprise BNP Paribas à oser, à avoir envie, à s'exprimer, et donc à être finalement un petit peu intrapreneurs, moi je crois beaucoup à l'entrepreneuriat, pour pousser et pour faire leur carrière au sein du groupe. Deuxième engagement, société civile, là c'est des prises de parole, et donc chaque fois que je le peux et que je suis sollicité, j'interviens parce que je pense que ça fait partie de notre rôle de pouvoir intervenir, donc je le fais bien volontiers. Et puis ma troisième action, et c'est celle-là que vous citiez, c'est en tant que banquier. Et en tant que banquier, bien sûr, je me suis rendu compte, et je ne suis pas seule à l'avoir fait, que les femmes entrepreneurs étaient bien sûr sous-représentées. Donc vous connaissez les chiffres, hein, 30 à 35% maximum. Quand on arrive sur des entreprises de plus de 10 salariés, c'est plutôt de 10 à 15%. Bon, donc autant de chiffres qui sont très faibles. J'en citerai un autre qui n'a pas été donné, c'est quand on regarde la France, qui est le premier pays en termes d'égalité dans l'accès à la santé et à l'éducation, ce qui est très bien, et le 64e pays en termes de contribution des femmes à l'économie. Donc ça rejoint ce que l'on a cité comme chiffre de PIB supplémentaire que nous pourrions, etc. Donc, à partir de tout ça, des actions diverses et variées, et ces actions diverses et variées, d'ailleurs, au sein des écosystèmes, et avec donc un travail très participatif, très collaboratif avec l'ensemble de ceux qui sont là, et dans la salle, il y a Martine Noto, je ne vais pas citer tout le monde, mais Viviane de Beaufort, etc., BPI avec qui nous travaillons, donc tous ces acteurs qui contribuent à permettre aux femmes entrepreneurs de se lancer et après de grandir. Et donc le programme Connecteur, c'est simplement, nous avons rassemblé au sein de ce label Connect Earth, nous avons rassemblé toutes nos actions pour leur donner encore plus de corps, en se disant finalement, quand on regarde pourquoi il y a une sous-représentation des femmes dans le monde entrepreneurial, il y a 3 raisons. Il y a une raison, elles utilisent beaucoup moins les réseaux professionnels que les hommes. Elles les conçoivent comme des réseaux de soutien, mais pas comme des réseaux finalement de business. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup plus que les hommes, elles sont dans l'opérationnel et donc ne délèguent pas et par conséquent n'ont pas le temps de prendre de la hauteur et de faire de la stratégie. Or, c'est un point important. Et la troisième raison, c'est un rapport au financement, et je parle beaucoup d'ailleurs du financement en fonds propres notamment. Vous avez cité le chiffre des levées de fonds. Effectivement, les femmes représentent en montant 7% maximum des levées de fonds. Donc tout cela pour lutter et pour aider les femmes à voir
l'entrepreneuriat en grand, parce que c'est vraiment mon ambition. Nous avons créé ce programme Connectors qui passe par le fait d'avoir à la fois des chargés d'affaires, des référents spécialisés pour recevoir ces femmes, qui passe par le fait de leur apporter donc des solutions, y compris de financement, mais ça c'est le rôle normal d'une banque, et qui passe aussi beaucoup par le fait de pouvoir à la fois leur apporter des éléments d'information, formation sur des sujets qui leur sont nécessaires pour faire leur business, qui passe par le fait de les connecter, et c'est vraiment ça qui est important, c'est donc de leur présenter, quand elles ne les connaissent pas, les bons partenaires, les bons réseaux, tous ceux qui vont les aider à grandir, et puis après chercher à les valoriser en faisant témoigner des femmes qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi mais qui ont pivoté, et expliquer ce dont il s'agit. Et c'est pourquoi j'ai notamment coécrit avec Martine Noto un guide, c'est un guide qui met en évidence à la fois ces chiffres, à la fois des portraits de femmes, et qui donne une large place à tout ce qui est réseau et qui permet justement de permettre aux femmes entrepreneurs de trouver les moyens de voir plus grand et d'oser. Un livre qui s'appelle Entreprendre au féminin et que je recommande à toutes celles qui ont envie de justement créer leur entreprise. Marie-Claire, vous me permettez de faire la transition avec la seconde table ronde puisque nous allons parler de l'accompagnement et du mentorat. Je vous remercie infiniment d'avoir démarré cette soirée. On vous retrouve à l'issue de la soirée. Merci beaucoup. Vous sortez par là-bas et j'accueille les intervenants de la seconde table ronde. Merci d'être là. Alors, on peut tous observer que nous avons 2 hommes cette fois-ci, donc on atteint petit à petit à mixité. C'est vraiment très, très, très généreux à votre part d'être venus ce soir pour être tous ensemble, parce que je le répète à nouveau, toutes les personnes qui sont là ce soir, vous pourrez les rencontrer après. Elles sont toutes là pour vous donner des conseils, vous accompagner et vous dire tout ce qu'elles font au quotidien pour l'entrepreneuriat au féminin. Martine, donc vous êtes banquier d'affaires, mais pas que, puisque vous avez créé une fondation, le Women Business Mentoring Initiative, qui... C'est pas ça. Je parle mal anglais, je le sais. C'est pas grave. Women Initiative Foundation. Voilà. Bon, écoutez, j'y étais presque. Mais enfin, votre organisation, votre fondation en tous les cas, encourage, accompagne surtout les femmes qui ont créé leur entreprise. Vous allez nous expliquer davantage parce que vous, c'est un petit peu plus précis que ça. Oui, alors la fondation en elle-même, en fait, la mission de la fondation, c'est aider les femmes dans les affaires, que ce soit dans les grands groupes ou que ce soit les femmes entrepreneurs. Mais pour les femmes entrepreneurs, on a décidé en 2010 avec des anciennes Stanford, hommes et femmes, et moi je tiens beaucoup à dire ça, c'est difficile d'aider les gens en ne faisant que des cercles féminins. Et donc, notre fondation, il y a des hommes et des femmes, mais nous n'aidons que des femmes. Et nous n'aidons que des femmes, et pour les entrepreneurs, que des femmes après 3 ans d'activité, tout simplement parce que là, on parle d'un marché émergent. Quand on parle de 30% de femmes entrepreneurs, bon, on se rassure un peu en disant ça. Quand on parle de femmes entrepreneurs après 3 ans, on est à moins de 10%. Moins de 4% dans la Silicon Valley. Et les chiffres ne s'améliorent pas. Et donc, je ne vais pas être aussi optimiste que d'autres intervenants parce que je le constate. Alors, comment faire, en fait? Quand je me suis rendu compte de ça avec des amis, encore une fois, qui au début étaient des anciennes Stanford, on s'est dit qu'est-ce qui nous avait manqué le plus ou qu'est-ce qu'on avait utilisé le plus, et souvent on avait eu des mentors ou des sponsors de façon informelle. Donc on a imaginé d'abord faire un programme d'accompagnement de femmes entrepreneurs après 3 ans, qui dure en général pour chaque femme entrepreneur environ maintenant 18 mois. Et donc, c'est la qualité des mentors, qui sont des gens très expérimentés dans les affaires, à la fois des cadres supérieurs ou des entrepreneurs ayant bien réussi, et qui ont surtout la volonté de prendre du temps et de se réjouir quand l'entrepreneur va passer une étape dans son développement, c'est que notre accompagnement est très dédié et très approfondi. Donc, c'est pas uniquement des réunions stratégiques. Bon, là-dessus, on en a accompagné une centaine en 6 ans.
On s'est rendu compte qu'elle devenait de plus en plus internationale. Et donc, grâce à la BNP et Marie-Claire Capobianco, nous avons initié avec la BNP Paribas un programme à Stanford. Et nous envoyons depuis sa 3e année 40 femmes sur le campus en juillet tous les ans, avec un programme très stratégique. Et ça, c'est un peu la formation, c'est pour les aider à prendre du recul, avoir des professeurs exceptionnels, réfléchir et se connecter entre elles, puisque 16 pays cette année sont représentés. Donc ça commence à faire un petit cercle mondial. Et comme on est très attaché à l'internationalisation et à aider les entreprises à se développer à l'international, on vient de créer pour le Canada et pour les États-Unis un programme transatlantique d'accompagnement qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs après 3 ans toujours, et là quand même 500 000 euros au moins ou $1 million. Bon, on est quelquefois indulgent en fonction des activités, de pouvoir se développer, réussir aux États-Unis avec un mentor américain ou un mentor canadien, et pour les femmes américaines et les femmes canadiennes de réussir avec un mentor français le développement en France et en Europe. Et ça, voilà, c'est le dernier sujet. On ne peut que vous féliciter en tous les cas de cette très belle initiative. Vraiment, bravo à vous. Le mentorat, l'accompagnement, la transmission. Viviane de Beaufort, vous connaissez ça par cœur. Viviane, vous êtes professeure titulaire à l'ESSEC. Vous avez créé également le Women ESSEC Programs et vous êtes auteur de Génération Start-upeuse qui vient de paraître chez Erol. Vous allez nous faire part de votre engagement, bien sûr, mais des actions que vous faites au quotidien et du nouveau club que vous venez de lancer. Donc sur l'entrepreneuriat au féminin, qui très vite, depuis 2-3 ans, dérive avec une grande joie et dynamisme vers les start-upeuses, parce qu'il y a aussi une question de génération. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train, avec mes petits bras, de me dire que cette capacité extraordinaire de jouer collectif qu'a notre génération Y, la génération Y, moi je l'appelle la génération Y parce qu'elle questionne, et ce goût pour l'entrepreneuriat, pour la quête de sens, qui fait que dans cette génération-là, le taux d'entrepreneuriat rêvé, et après la question c'est comment on fait pour qu'il soit transformé, est extraordinairement élevé chez les jeunes femmes aussi, puisqu'il est de 40%. Au départ, je suis juriste et mon job, c'est d'être prof de droit. Et comme je travaille bien à l'ESSEC, j'ai le droit de m'amuser aussi sur ma passion, c'est-à-dire l'entrepreneuriat au féminin. Au départ, un programme qui s'appelle Entrepreneuriat au féminin, qui existe depuis 2008, où je voyais arriver des femmes de mon âge et puis des plus jeunes. Et puis depuis 2-3 ans, cette vague de start-upeuses. D'où un bouquin, parce que les profs, quand ils ont envie de dire des choses, ils écrivent, dans la même collection d'ailleurs que celle de Marie-Claire et Martine. Génération start-upeuse ou la nouvelle ère. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu essayer d'identifier qu'au-delà de la différence de personnalité et de projet, et au-delà de la question jeune fille ou jeune homme, on avait effectivement un espoir, un vrai espoir dans le monde, en Europe et très particulièrement en France, de jeunes hommes et de jeunes filles. Donc moi je m'occupe plus des jeunes filles, je fais de la positive action et je le revendique. Quand il n'y aura plus besoin, on ne fera plus, mais pour l'instant il y a besoin 2016. De les accompagner. Et j'en accompagne 12, dont ma chère fille, et c'est juste épuisant, parce que quand on veut vraiment les aider, on est disponible 24 heures sur 24. C'est une question, j'ai mal protégé mon droit des marques, qu'est-ce que je fais? C'est, je ne sais pas si je peux faire ma levée de fonds maintenant parce que, voilà, il se passe ci, il se passe ça. C'est, je vois plus j'ai plus de vision, bref. Et à Noël, le jour de Noël, je me suis dit, il faut faire comme elle, il faut jouer le digital. Marie-Claire l'a évoqué, il faut jouer le collectif. Et donc j'ai créé, le 13 mars, c'est un bébé, start-up, bénévole, mais ça va le faire, un club qui s'appelle Génération Start-upeuse and Woo/Men, ça veut dire que les hommes sont bienvenus, je suis d'accord,
L'idée, c'est que des experts comme vous et moi, qui ont du réseau, des expertises, mais manquent de temps, vont, parce que c'est le digital, donc c'est facile à utiliser, hein, une demi-heure un dimanche après-midi, un petit peu de temps le soir, flasher sur des projets qui leur sont présentés sur une plateforme qui s'appelle WeRate, qui est une plateforme d'évaluation, on appelle ça de crowd rating, c'est d'évaluation collective de projets. Flasher sur un projet et puis dire ben moi je vais aider celle-ci sur mon domaine, je suis expert comptable, je peux aider, je suis spécialiste en assurance sur les start-upeuses, je suis spécialiste sur les fonds publics européens et Dieu sait qu'il y a plein de sous à aller chercher là-bas mais elles ne savent pas comment faire. J'ai à l'heure actuelle monté un pilote, j'ai 15 projets que j'ai sélectionnés, 12 que je connais très bien, 3 nouveaux que j'apprends à connaître, et je mets en contact, c'est un peu de boulot, mais ça vaut vraiment la peine, avec les experts qui sont venus spontanément me rejoindre, en considérant que à nos niveaux, on avait un devoir, c'est effectivement celui de transmettre nos compétences, notre capacité, nos réseaux, les rassurer beaucoup, les écouter, parce qu'elles se font des hauts et des bas, je vous dis pas, et quand elles se font des bas, elles ont beaucoup de mal à remonter. L'entreprise, c'est le risque. Assumer le risque, c'est normal, mais un risque mesuré, un risque accompagné, ça fait la différence. Ce club-là va progressivement, c'est mon ambition, se déployer. Les 80 experts vont devenir 800 experts, et je dis experts et experteux, et les start-upeuses vont devenir 15 experts. Comme c'est du digital, on peut le développer, j'en ai une à Toulouse, 3 à Montpellier, j'en aurai en Afrique. Donc c'est mon nouveau bébé, et je pense que pour aider les start-upeuses avant les 3 ans. En fait, moi, je suis en amont de Martine. Avant les 3 ans, absolument. On se complète. Voilà. D'ailleurs, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, on est en train de faire une étude de recherche sur l'Europe pour l'entrepreneuriat en interrogeant sur 3 pays. L'Allemagne, l'Italie et la France, des hommes entrepreneurs sur 2 classes d'âge, à moins de 35 ans, plus de 35 ans, sur donc ces 3 pays pour pour faire une synthèse de ce qui va se dire. Cerner, ça va être très intéressant. Et on travaille avec Citizen et évidemment le réseau BNP Paribas. Alors, je vais faire la transition parce que le temps nous est compté malheureusement. Donc l'action, c'est le club. Je dois faire intervenir aussi nos autres invités qui sont tout aussi engagés que vous. Vous, Cédric Mignon, vous êtes membre du comité exécutif du groupe BPCE. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et j'ai été extrêmement surprise de savoir que la Caisse d'épargne comptait des femmes administrateurs depuis 1923. Alors c'est presque dans l'ADN de la Caisse d'épargne. Oui, je crois que c'est ce qui est intéressant dans toutes les expériences qui sont présentées ici, c'est qu'elles sont très différentes. Et finalement, moi, quand je regarde l'engagement des caisses d'épargne, il repose sur plusieurs piliers. Par exemple, aujourd'hui, il y a 56% de femmes qui composent les effectifs des caisses d'épargne, et en 2011, il n'y en avait que 34% qui étaient cadres. Je ne parle même pas des cadres supérieurs, je parle des cadres. 6 ans après, on a atteint 41%. L'objectif, ce n'était pas de se mettre un objectif chiffré, c'était de savoir comment on allait faire. Eh bien, pour retrouver cette évolution positive, on est allé chercher dans la culture des caisses d'épargne. Finalement, c'est un établissement créé en 1818, dont l'objectif, c'était de lutter contre les exclusions bancaires. Et en 1818, ça peut vous surprendre, mais dans les exclusions bancaires, il y avait des populations très marquées, mais il y avait aussi les femmes. Les femmes, il a fallu attendre 1965 pour qu'on mette fin au code napoléonien matrimonial qui mettait un peu sous la tutelle de leur mari les femmes mariées. Eh bien, depuis 1818, les femmes avaient les caisses d'épargne, oui, je confonds les caisses d'épargne et les femmes, les caisses d'épargne avaient ça dans leur... bonne nouvelle pour les entrepreneurs femmes. Avaient ça dans leur ADN, dans leur culture, et ça s'est même retrouvé, en 1923, on avait déjà 1/3 des femmes qui étaient administrateurs de caisses d'épargne. Alors c'est un peu chuté, c'est vrai, après des accidents comme la Deuxième Guerre mondiale qui a fait chuter ce taux, mais déjà au début du XXe, il y avait une part importante de femmes administrateurs. Le deuxième axe, le deuxième grand pilier, c'est l'encouragement. Alors ça c'est plus récent dans les caisses d'épargne, mais aujourd'hui il y a 15 réseaux
qui réunissent 1500 femmes, parce que ça nous semblait important, au-delà d'un objectif d'avoir 50% de femmes cadres, d'avoir des icônes qui viennent encourager les autres femmes. Et que cet encouragement, il ne soit pas que des clubs qui se réunissent de temps en temps, mais qui soit aussi labellisés par l'AFNOR. Et aujourd'hui, sur les 16 caisses d'épargne, il y en a 13 qui sont déjà labellisées par l'AFNOR dans leur programme de mixité. Et ça, c'est capital, parce qu'en termes de culture, ça veut dire qu'on est toujours dans un plan d'action de progrès. On ne peut pas s'arrêter une fois qu'on est labellisé, on doit poursuivre. Et puis enfin, le troisième grand axe, c'est être cohérent avec notre propre fonds de commerce. Ce n'est pas important de le faire que pour nos propres collaborateurs ou nos propres gouvernances. Il faut qu'on soit en grande cohérence avec notre fonds de commerce. Et là, alors on n'est pas forcément d'accord sur les chiffres, mais nous, quand on a signé cet objectif d'accompagner 40% de femmes entrepreneurs par an, on était à 30%. On était à 30% en 2014 quand on a signé cet accord avec le ministère des droits des femmes, avec Najat Vallaud-Belkacem à l'époque. On était à 30%. 3 ans après, on est à 37%. Alors c'est vrai, c'est des plus petits montants, c'est des plus petits dossiers, mais ça nous a permis de nous rendre compte d'une chose, qu'on ait des conseillers bancaires femmes ou hommes, l'ensemble de nos conseillers bancaires n'avaient pas du tout connaissance des spécificités des femmes entrepreneurs. Très peu de nos collaborateurs avaient connaissance du Fonds de garantie à l'initiative des femmes. Très peu de nos collaborateurs avaient connaissance de tous les dispositifs gouvernementaux ou d'associations ou de politiques territoriales des départements, des villes ou des conseils régionaux qui viennent aussi compléter ces dispositifs pour aider les femmes entrepreneurs. Eh bien, un des piliers, un des axes de cette grande cohérence, ça a été de faire de la formation, un guide du routard du financement d'entreprise. Je passe tous ces petits gadgets ou ces grandes choses qui nous ont permis de sensibiliser hommes et femmes banquiers des caisses d'épargne pour se dire que 40% d'accompagnement d'entrepreneurs femmes à l'horizon 2017, non seulement c'est un pari, un engagement important pour nous, mais que c'est aussi nécessaire, parce que si on veut que nos territoires se développent, et quand on est une banque de territoire, quand on est une banque de proximité comme les caisses d'épargne, on ne pourra se développer que si nos territoires se développent. Et la formation, c'est de montrer que nos territoires se développeront que si, demain, on arrive à avoir 50% de femmes entrepreneurs sur chacun des territoires. Voilà cet ensemble. Et puis pour terminer, il ne faut pas avoir peur de l'iconographie. Des icônes, ce sont par exemple, en 2011, il n'y avait aucune femme présidente de directoire de caisse d'épargne. Aujourd'hui, on en a 3. 3 présidentes de directoire. Eh bien, il ne faut pas avoir peur aussi de les montrer comme des icônes auprès de toutes les autres femmes et hommes d'ailleurs des caisses d'épargne, parce que c'est un effet d'entraînement, c'est un effet positif, et sans basculer dans le marketing de genre, on peut très bien mobiliser tout un réseau, mobiliser des femmes et des hommes vers plus de mixité, si on sait montrer des beaux exemples. Et avec 3 femmes présidentes directoires, on en a de très beaux. Merci beaucoup. Ce sont des rôles modèles, justement, aujourd'hui. Vous, Valérie Akari, justement, vous êtes présidente de BBDO et vous avez lancé OmniWoman France, justement pour montrer l'exemple et expliquer à toutes les femmes au sein du groupe qu'il fallait oser, qu'il ne fallait pas avoir peur, justement, de mener à bout ces projets. Et depuis mars, vous avez lancé le mouvement OmniWoman dont vous allez nous parler maintenant. Oui, effectivement. Alors, c'est assez intéressant parce que je vais rebondir sur l'idée d'icône, en fait. On a fait cette étude, l'idée d'OmniWoman, elle est née aux États-Unis en fait. Une personne importante d'Omnicom a dit tiens, une femme, comment on peut aider plus de femmes à devenir leaders? Il y avait quand même un gap important entre le nombre de femmes et d'hommes dans les managers, au sein des managers. Et puis bon, l'idée est née sans vraiment, je dirais, faire des mules autant que ça. Et puis en fait, quelques pays ont repris. Et moi, en France, je me suis dit tiens, cette idée est intéressante. Comment est-ce que c'est intéressant pour nous? Est-ce que les femmes sont vraiment en recherche de ce leadership? Et on a fait une étude au sein d'Omnicom. Alors, Omnicom en France, il y a 3000 personnes. 60% de femmes, c'est un groupe de communication, donc il y a quand même pas mal de métiers de femmes, même si avec la montée du digital, ça baisse un petit peu d'ailleurs, parce que les nouvelles technologies, on l'a vu, laisse la place pas mal aux hommes aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des data et tout ça, en fait c'est les hommes qui arrivent, c'est d'ailleurs un point important parce que si je devais m'attaquer à quelque chose aujourd'hui, ce serait vraiment l'éducation et le fait d'avoir les petites filles, qu'elles apprennent le codage, etc., que ça les intéresse, bon ça c'est à part. Et en fait pour revenir à OmniWoman, on a fait cette étude et c'était intéressant parce que j'étais pas sûre que ce soit véritablement moteur, parce que bon en plus elles auraient pu dire oui, devenir leader, etc. Et en fait il y a eu énormément d'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'envie, de l'intérêt.
Et pas mal de choses qui sont apparues en termes de oui, on veut bien devenir leader, mais il y a des problèmes de présentéisme, etc. Ça, je vais passer toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'accompagnement. Mais finalement, l'idée qui était peut-être la plus nouvelle ou la plus intéressante, c'était que le groupe des femmes autour de la trentaine finalement se questionne même sur l'intérêt de devenir leader. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recul. Alors le recul est peut-être de la protection, mais en fait elles se disent, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et alors c'est assez terrible pour toutes les femmes leaders que nous sommes et qui venons de prendre la parole, mais elles disent souvent, voilà, alors soit ce sont des killeuses, c'est-à-dire elles ont vraiment tout fait pour arriver et elles sont capables de tous les méfaits pour avoir un job de sacrifice en fait de toutes sortes, ou alors ce sont des superwomen, c'est-à-dire elles arrivent à faire tout parfaitement, elles ont plein d'enfants, un mari formidable, et puis elles ont réussi à une carrière époustouflante. Et en fait, il y a un recul par rapport à ça. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et finalement, l'idée que ok, elles ont commencé, elles sont arrivées avec la même volonté, la même envie, mais au bout de quelques années, elles se disent, bon, prenons des chemins de traverse, est-ce que finalement je vais prioriser ma vie de famille, ou je vais faire une activité à côté, etc. Et finalement, cette idée du leadership n'est pas vraiment pour moi. Donc ça nous a assez interrogés, parce que c'est quand même ennuyeux qu'on ne soit plus aussi aspirationnel, comme on dit dans mon métier. Et donc, à partir de là, on s'est dit, comment on peut finalement les inspirer. Donc finalement notre programme c'est vraiment l'accompagnement qui passe par du mentorat, qui passe par un certain nombre d'actions pour je dirais la présence en entreprise, etc., mais aussi de l'inspiration. Et l'inspiration, on a fait une première grande journée. Et c'est assez intéressant, il y a des personnes qui sont là, comme Delphine, des personnes sont venues parler, beaucoup de femmes, et on a fait très attention à ce que ces femmes soient très diverses dans leur leadership. Aussi bien des femmes qui avaient effectivement une ascension verticale et qui avaient réussi à passer plein d'étapes et à apporter une idée du leadership extrêmement forte et je dirais éclatante, iconique, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je revenais sur le terme iconique. Et puis d'autres qui, au contraire, sont des femmes toutes jeunes qui ont créé une société, des entrepreneurs comme on en existe aujourd'hui, qui en fait n'ont pas réussi, qui en ont créé une autre, qui ont 2-3 projets, mais qui sont tout aussi inspirantes et qui montrent que le leadership peut être très divers. Il est même d'ailleurs, il n'est pas que dans le fait d'être patron, il est aussi dans le fait tout d'un coup d'exercer quelque chose avec énormément de talent. Voilà. Et c'est cette diversité aussi dans le leadership qu'on a trouvé intéressante. Et c'est vrai que les femmes ont été très intéressées par ça parce qu'elles ont eu l'impression que ça ouvrait des portes et que c'était finalement, ça leur donnait de l'audace sans les intimider. Et c'était quelque chose d'intéressant peut-être de nos jours. L'accompagnement est effectivement essentiel aujourd'hui. Chez BPI France, on fait ça depuis longtemps maintenant. Patrice Béguet, vous êtes directeur exécutif chez BPI France et directeur du réseau Excellence. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Vous travaillez avec beaucoup de femmes autour de vous, je le sais. Et puis... Viviane qui veut dire des petits mots. Et vous allez nous parler justement de tout l'accompagnement que vous avez fait jusqu'à présent aujourd'hui et nous citer toute une liste de femmes exceptionnelles que vous avez rencontrées, accompagnées et qui aujourd'hui font partie des icônes dont nous parlions tout à l'heure. Oui, vous dire juste un mot, c'est qu'on fait le constat, mes collègues et amis, Marie-Claire, Cédric, qu'il n'y a pas assez de jeunes et pas assez de femmes entrepreneurs. Bon, c'est un constat français. La salle peut démontrer le contraire. Il faut qu'elle le démontre. En tout cas, il y avait le monde d'avant et il y a le monde de demain. J'allais vous parler du vieux monde. Le vieux monde vermoulu. Ce vieux monde, on n'en veut pas. Donc, il faut créer ensemble, toutes et tous ensemble, une véritable révolution. Alors, vous allez me dire, ouh là là, c'est compliqué. Ben, regardez, il y a quelques semaines, ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça a été du travail, mais il l'a réussi. Il faut tout bousculer, il faut tout renverser, on en parle souvent ensemble. Et en fait, on parle du milieu bancaire où il y a peu de femmes parfois. Nous, on est très fiers chez BPI France d'avoir 60% de femmes dans tous les effectifs. On a un comité exécutif, parce on parle souvent de parité, de mixité, des vieux mots là, vous savez. Parce que moi, le vrai mot, c'est l'évidence. C'est évidence, compétence. Et donc, dans notre comité exécutif, dans une banque, ce qui est très important, c'est le réseau. La patronne du réseau est une patronne, Anne Guérin.
formidable. Pour la garantie, on fait, si vous voulez, souvent, dans le financement, la parité entre le réseau et le financement. Eh bien, on a mis également Anne Guérin, patronne. Sur les régions, notre rôle est fondamental. Le travail avec les régions, puisqu'on est la Banque du Coteau, on cofinance avec l'ensemble des partenaires bancaires de la place et les investisseurs. Eh bien là, on a mis une femme, Marie-Adeline Pex, également, rôle capital pour discuter avec tous les patrons de région de la France. D'accord ? Et quand on investit dans vos entreprises, les TPE, les PME, on a mis aussi une femme, Fanny Laitier, que tu connais. Voilà. Donc ça, c'est un souhait très fort, et c'est pas uniquement à la com, au RH, etc. C'est dans les postes stratégiques. Donc ce qui est important, c'est de mettre à la stratégie, au poste stratégique, des femmes compétentes, comme il y a des hommes compétents. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que, plus qu'une banque, on est un réseau social d'entrepreneurs. Tu parlais, Valérie, du rôle de l'accompagnement. Aujourd'hui, il est clé. Ce qui existe chez vous, mesdames et messieurs, c'est la solitude de l'entrepreneur. Donc, d'être face à la feuille blanche, que vous connaissez, c'est quelque chose d'important. Et pour ça, il ne faut pas cacher ni votre audace, ni votre ambition. J'ai entendu dire, les femmes, si elles réussissent, c'est parce qu'elles ont de l'ambition. Ben, les hommes aussi, hein. Bon, donc on ne va pas faire... voilà. Et donc, on a voulu, ensemble, pas créer une banque supplémentaire, mais une banque de place complémentaire. À côté de ça, on a créé un autre réseau social qui s'appelle XYL. Vous voyez ? C'est plus que de la mixité. C'est à la fois de la diversité, c'est à la fois de la richesse, et puis c'est beaucoup d'accompagnement vis-à-vis des entrepreneurs. Donc il y a autant de femmes que d'hommes. Parce que si on commence à faire des castes, etc., c'est très mauvais. Il ne faut surtout pas faire ça. Et tu disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes, tous les jours. Donc j'ai beaucoup de chance. Je vais vous citer quelques exemples. Parce qu'on se dit toujours, ouais, c'est des mots, ça ne va pas être possible, etc. C'est pas vrai. Vous avez la volonté, vous avez l'optimisme, vous restez simple, vous avez de l'ADN, dans votre ADN, et vous êtes proche de vos équipes, vous allez réussir. Des femmes exceptionnelles, des femmes qui ont repris les entreprises. Ce qu'on disait presque des vieilles marques, comme Arc-en-Ciel. C'est une jeune femme qui a repris ça, qui s'appelle Anne Deleur, qui non seulement réussit dans tous les super et les hyper français, mais en plus est partie à l'international. Car une fois plus, mesdames et messieurs, ceux qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui innovent et partent à l'international, sans limite, sans barrière. Je vous donnais un chiffre. En 2016, on a accompagné 80 000 entreprises. On a injecté auprès d'elles 24,4 milliards d'euros dans ces entreprises-là. Mais il y a l'effet des multiplicateurs, parce qu'avec la BNP, avec la Caisse d'épargne, avec les banques populaires, c'est du 1 pour 2 à chaque fois. Donc c'est formidable. Un autre exemple. Un exemple qui m'a marqué. On n'est pas toujours non plus, on se dit souvent, la fille de son père, donc on va réussir. Je vous donne un contre-exemple. Alice Tourbier. Formidable. Elle est partie d'un projet seule, avec son mari. Donc comme quoi, on peut réussir aussi en famille. Avec Caudalie. Formidable. Autre exemple, Céline Falco. C'est dans l'hôtellerie, avec son mari. Ils ont repris 1, 2, 3 hôtels. Aujourd'hui, ils visent le milliard d'euros de chiffre d'affaires. OK ? Et en très très peu de temps, mais avec une équipe. Une fois de plus, on ne réussit jamais seul, mais toujours en équipe. Donc un message, un seul, presque en conclusion, puisque je vois le temps tourner, mais je suis assez passionné. Vous pouvez avoir une bonne idée. Une bonne idée, mais elle n'a pas de prix. Mais avec nous tous, elle peut avoir un prêt. Sachez-le. Moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est que souvent on vous dit « Oh, ils ont parlé, on n'a pas eu le temps de le voir et tout ça ». Je répondrai à tous les mails. Je vous enverrai à la bonne personne en fonction de votre projet. Vous m'écrivez patrice.béguet@bpifrance.fr. Je m'engage sous 48 heures à répondre à chacune de vos demandes parce que créer... Prendre des risques, d'ailleurs nous on ne voit pas des clients comme des risques mais comme des clients, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors lancez-vous, foncez et vous allez réussir. Ne vous posez pas 15 000 questions, n'ayez pas peur, même si vous êtes bridé par la langue pour partir à l'international, vos partenaires sont là pour vous aider. Voilà, foncez. Merci, merci beaucoup de finir sur cette note très positive. Je vais maintenant annoncer la suite de la soirée pendant que vous allez regagner vos places. Je vous invite à regagner vos places et merci mille fois. Ils restent là jusqu'à la fin de la soirée. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure.